Adolescence *** L'alphabet des lettres Adolescence par Claude Anet à Paris. À la Cité des livres Copyright by Claude Anet, 1925. J'ai été un adolescent précoce et timide. À l'heure où je goûtais les Géorgiques et où Virgile, avant Lucrèce, donnait une forme antique aux émotions confuses qu'éveillait en moi le spectacle de la nature, je sentis les premières fièvres d'un sang tumultueux. Je ne courais pas après une jeune paysanne, mais je poursuivais Galatée sous les saules. Elle fuyait et me laissait déçu. Plus heureux lorsque je rêvais, je serrais une nymphe dans mes bras et mêlais mes membres maladroits aux siens. J'étais élevé à la campagne, sans camarades. Le moindre lycéen aurait pris en pitié mon inexpérience. Sain et fort jusqu'à l'excès, je courais, je nageais, je montais à cheval, je me fatiguais sans arriver à calmer l'ardeur qui me dévorait. Ma mère vivait fort retirée dans sa propriété. Elle ne voyait plus guère que des amis de son âge qui ne faisaient pas grande attention à moi, ni moi à elle. Parfois arrivait de Paris une femme jeune, élégante, parée. Que de désirs elle excitait en ce grand garçon qui restait muet sur sa chaise dans un coin. Elle causait avec ma mère et cependant, à distance, sans l'écouter, je prenais possession d'elle. Je la dépouillais de ses vêtements, je l'étendais nue sur un divan, je m'agenouillais près d'elle, nos vies se confondaient. Mais lorsqu'à son départ je l'accompagnais jusqu'à sa voiture, je ne savais que lui dire. La robe dont elle était vêtue la séparait de moi comme une armure magique sur laquelle on ne peut porter la main sans tomber foudroyé. Comment imaginer que je pourrais la lui enlever ? Comment croire que cette personne, amie de ma mère, je la verrais en chemise et en pantalon, que j'entourerais sa taille de mon bras, que ma main inexperte s'approcherait d'un sein délicatement fleuri. Elle m'adressait la parole. Gênée même dans mes regards, je me détournais ne sachant que répondre. J'avais 14 ans. Je me souviens avec terreur de cette époque où la sève montait en moi avec tant de violence que j'en étais ébranlé. Je luttais, j'essayais de me dominer sans y parvenir et ce combat contre nature me laissait irritable, abattu, dégoûté de tout. Ma mère, si attentive aux moindres variations de ma santé, ne se doutait pas de la crise que je traversais. Elle se faisait 1000 soucis à mon sujet. Le moindre coup de froid l'alarmait, au plus léger mal de tête, elle voulait mander le médecin. Qu'était une migraine ou un rhume auprès de la tempête qui me secouait. Il aurait fallu qu'une femme me prît par la main. Aucune d'elles ne fit attention à ce garçon poussé trop tôt, gauche d'allure, à la voix changeante. Avec les jeunes filles, je ne ressentais pas les mêmes troubles. Auprès d'elle, j'étais libre, empressé, ardent à plaire. La sensualité qui me tourmentait dans mes heures de solitude me laissait la paix lorsque j'étais en leur compagnie. Pourtant nous échangions avec mes amis des caresses charmantes, c'étaient des serments de main, un bras passé sous un autre, parfois des baisers dérobés, mais surtout 1000 paroles tendres, une sympathie entière, un mouvement vif de l'âme à l'âme. Je garde un souvenir délicieux de ces heures innocentes, fraîcheur d'un bain pur après de lourdes fièvres. Les jeunes filles, je les voyais surtout dans la belle saison, car nous habitions un pays assez âpre en hiver, mais où l'été amenait des visiteurs. Les maisons du voisinage s'ouvraient, c'était soudain un bruit bien inattendu de fête. Ma mère qui aimait la solitude avait pourtant gardé ses relations, moins pour elle que pour moi.
Ma mémoire des dates est incertaine, je sais pourtant que je préparais la première partie de mon baccalauréat lorsque nous apprîmes que la propriété la plus voisine de la nôtre, inhabitée depuis longtemps, avait été achetée par des étrangers. Les étrangers, c'étaient pour nous des gens d'une autre province. Ceux-ci venaient du Midi et s'appelaient Maures. Je leur rêvais tout aussitôt une ascendance sarrasine. Grand témoin dans le pays, car on gardait chez nous une méfiance un peu paysanne envers les inconnus. Qu'étaient ces Maures? Les verrons. On sut bientôt que Monsieur Maure était avocat et qu'il ne passerait jamais beaucoup de temps aux ormeaux qu'il avait acquis. L'été venu, il y installa sa femme et ses enfants et repartit. Peu de temps après, Madame Maure fit une visite à ma mère. Nous étions tous deux à causer devant la maison sous les lauriers roses et les orangers, lorsque Madame Maure et sa fille aînée arrivèrent. Madame Maure était une femme d'une quarantaine d'années, assez forte, assez commune, mais bonne et simple. Telle je la jugeais au premier jour, telle elle fut lorsque je la connus davantage. Comme on voit, elle ne trompait pas son monde et se livrait tout de suite. C'était une personne sans arrière-pensée, sans calcul, qui évitait de compliquer une vie prise tout entière par son mari, par ses enfants, par les soins du ménage. Derrière elle, sa fille. Par quel miracle apercevons-nous au premier coup d'œil jeté sur un être dont la vie va se mêler, ne serait-ce qu'un instant, à la nôtre, tout ce à quoi nous donnons du prix. Au moment même où Mademoiselle Maure apparaissait sur la première des marches qui descendaient du salon à la terrasse, je savais déjà qu'elle était dans sa taille moyenne parfaitement proportionnée, que les membres s'attachaient souples au corps, que les pieds étaient étroits, les mains allongées, les poignets fins, la tête petite, les dents éblouissantes et les yeux noirs, riants et les plus doux du monde. Henriette Maure avait 16 ans, mon âge jeune fille déjà, alors que je restais un adolescent mal dégrossi. Elle était aimable et bonne, pareille en cela à sa mère. En elle, rien que de naturel et de simple, même sa coquetterie qui paraissait involontaire et qui l'était, en effet. Il semblerait qu'à vivre dans l'intimité de cette charmante jeune fille, car nous fûmes intimes dès le premier jour, j'aurais dû m'éprendre d'elle et que des sentiments si forts et si longtemps sans objet allaient enfin trouver à qui s'adresser. Mais non, Henriette n'était pour moi qu'une amie, la plus tendre des amies, et dans mes rêves passionnés, ce n'est pas elle qui apparaissait. La propriété des Maures jouxtait la nôtre, d'une maison à l'autre à peine 10 minutes de chemin. Le sentier qui y conduisait longeait d'abord un champ, puis traversait un petit bois de chênes où coulait la rivière qui séparait nos terres. Je franchissais le pont et j'étais chez nos voisins. La maison était ancienne et sans prétention. Aux heures chaudes je trouvais Madame Maure sous les tilleuls de la cour. Un ouvrage à la main, elle surveillait les plus jeunes enfants. Elle me gardait un instant près d'elle, s'informant de la santé de ma mère, des gens du pays. Puis elle me disait, je vous ai assez retenu, Philippe, allez vers la jeunesse. Elle est là-bas. Là-bas, c'était un bosquet où les bouleaux au tronc blanc mariaient la grâce flexible de leurs branches aux masses lourdes des sapins. J'y retrouvai Henriette, avec quelques cousines ou amies de son âge qui passaient l'été chez les Maures. Et des jeunes gens étaient là. De quoi parlions-nous? De ce qui occupe les pensées des adolescents. Nos propos étaient parfois d'une singulière hardiesse, mais comme pour la pure Iphigénie, l'innocence habitait dans nos cœurs. C'était une cour d'amour platonique et sans expérience. Des couples se formaient.
un de nos voisins, un garçon de 19 ans qui préparait l'école polytechnique dans un lycée de Paris, au visage pâle et âpre, était épris d'Henriette qui se moquait de lui. Pour moi, je ne la quittais guère. Elle m'avait élu son amie. Et de l'ami elle faisait un confident, me contraignant à un rôle que, certes, je n'aurais pas choisi. Mais, par une singulière contradiction, j'entrais comme de moi-même dans le caractère qu'elle me prêtait et je l'outrais. J'affectais d'être supérieur aux faiblesses du cœur, je feignais de croire et je croyais, en effet, que l'amitié est au-dessus de l'amour, d'essence plus rare, et qu'entre deux êtres tels que nous, seule elle peut porter d'abondantes moissons. Ainsi je me trompais moi-même. Cependant l'admiration que je ressentais pour elle avait quelque peine à se concilier avec l'amitié, et si j'avais été plus clairvoyant j'aurais compris que c'était de bien autre chose qu'il s'agissait. Je lui faisais 1000 compliments, je lui disais ce que j'aimais en elle, je lui prenais les mains. Et je n'avais pas envie de la presser sur mon cœur et de poser mes lèvres sur sa bouche souriante. Bien mieux, de son consentement, avec son appui et sa complicité, je faisais la cour à une de ses cousines, ravissante fille aux cheveux d'or, au teint plus délicat que la fleur du pêcher. Gertrude était timide et rêveuse, Henriette vive et décidée. Lorsque nous étions tous trois ensemble, Henriette parlait pour nous deux, elle taquinait vivement sa cousine à mon sujet, la menaçant de me dire ce que Gertrude n'osait m'avouer elle-même. Gertrude rougissait et levait sur Henriette ses beaux yeux suppliants. Une fois, à la fin du jour, nous étions assis sur la mousse au pied d'un sapin, Henriette m'assura que les cheveux dénoués de sa cousine étaient admirables. Que ne la voyez-vous, disait-elle, lorsqu'elle s'agenouillait pour sa prière le soir en chemise de nuit. Mais, Henriette, soupirait Gertrude. Ses cheveux tombent alors jusque sur ses jambes. Elle est baignée de lumière. Il faut que Philippe les voie, ajouta-t-elle vivement et, d'un geste rapide, elle enleva les deux épingles qui soutenaient la masse lourde des cheveux. Ils s'écroulèrent. Malgré les protestations de Gertrude, Henriette voulut que je les touchasse. J'y plongeai mes deux mains. Je sentis leurs 1000 caresses subtiles à fleur de peau. Gertrude maintenant restait immobile, comme engourdie. Mais, Philippe, embrassez-la, dit Henriette, je ne vous regarde pas. Je me penchai vers la jeune fille, cherchant sa bouche. Elle détourna la tête et mes lèvres ne rencontrèrent que sa joue rougissante. Telle était l'atmosphère dans laquelle nous vivions. L'automne arriva trop vite. Une à une les maisons du voisinage se fermèrent et les morts annoncèrent leur départ. Gertrude et sa mère les devançaient de quelques jours. Henriette, feignant de s'attendrir sur le malheur de notre séparation, nous ménagea une dernière entrevue. C'était dans une partie du bois assez écartée où nous aimions à nous réfugier. J'y trouvai Gertrude seule, hésitante, voulant fuir. Je la retins, je la rassurai, je lui demandai si elle m'oublierait vite, s'il y avait pour moi une place dans son cœur, quel souvenir elle garderait des jours que nous avions vécus ensemble. Par un dédoublement curieux, je m'aperçus, en ce moment où d'autres préoccupations semblaient devoir m'absorber, que ma voix prenait pour prononcer ces mots une douceur persuasive et touchante que je ne lui connaissais pas, une qualité musicale qui m'émut moi-même. Et je parlais autant pour me plaire que pour gagner le cœur de Gertrude. Celle-ci ne fut pas insensible à l'accent de la mélodie que je lui murmurai et je vis bientôt l'effet produit moins par mes paroles que par le ton sur lequel elles étaient dites.
Elle me serra les mains, ses yeux s'emplirent de larmes, elle pencha la tête sur mon épaule. Je couvris de baisers sa figure humide de pleurs. Je trouvai du charme à ces baisers, mais, faut-il l'avouer, ces caresses échangées m'émurent à peine. Ma curiosité y était plus intéressée que mes sens. Et mon cœur restait de glace. 2 jours plus tard, j'allai chercher Henriette pour une dernière promenade. Elle partait le lendemain. Par un besoin de secrète harmonie, nous choisîmes non pas les bois où souvent avaient retenti les éclats de rire de notre bande folle, mais une plaine dénudée au pied d'une colline et qui avait été longtemps un marécage. Aujourd'hui des fossés la traversant en drainaient les eaux. Elle était nue et triste, quelques touffes de ronces épineuses seules y poussaient. Le ciel gris, bas, plein des brumes de l'automne, s'appuyait sur le fin clocher d'une église au sommet du coteau. Dans les champs on brûlait les feuilles et les tiges des pommes de terre. Les fumées traînaient et ne s'élevaient qu'avec peine. Longtemps nous marchâmes sans parler. Enfin Henriette rompit le silence. Dire que je regretterai même cette pauvre plaine lorsque je serai à la ville. Je vous envie de rester ici. Je ne répondis pas. Je venais de comprendre que rien dans ce pays que j'aimais tant n'aurait plus de charme pour moi du jour où Henriette l'aurait quitté. La surprise de ce sentiment nouveau, la pensée de l'isolement ou le départ d'Henriette me laisseraient me serrèrent le cœur au point que je fus obligé de m'arrêter. Elle s'arrêta aussi et me regarda. Que lut-elle dans mes yeux? Il me parut qu'elle pâlissait. Elle se mordit la lèvre, puis, avec un mouvement d'épaule que je ne sus comment interpréter, elle dit, « Il faut rentrer ». Le lendemain elle partit, me laissant désespéré et fou de joie. J'aimais. L'ivresse d'un premier amour suffit à remplir une âme moins enflammée que ne l'était la mienne. Le monde transformé s'éclaira à mes yeux d'une lumière inconnue, je sentis s'agiter en moi la force qui anime la nature, je fus enfin une parcelle vivante de l'antique et toujours jeune univers. Mes livres participèrent de cet enchantement. Je les avais lus avec les yeux de l'esprit, ma sensibilité cette fois-ci s'émut. Les romans me racontèrent mon histoire, les livres de science eux-mêmes me parlaient un langage que je comprenais pour la première fois. C'est alors que mon professeur me mit entre les mains l'origine des espèces de Darwin et je n'oublie pas l'émotion que j'en éprouvai. Je crus voir s'ouvrir devant moi les portes longtemps fermées du temple. Les secrets m'étaient révélés de la vie qui palpite, identique en tous les êtres. Et, au même moment, je découvrais que l'amour seul vaut de vivre et qu'il serait désormais mon maître. Mais sa tyrannie, sous laquelle tant d'âmes faibles succombent, ne m'effrayait pas. Elle me donnait, au contraire, un désir plus fort d'agir, je voulais maintenant exceller en 1000 choses, j'entendais dominer. Je me jetai dans l'étude, non pas tant par le désir d'apprendre et de m'enrichir ainsi que pour me prouver à moi-même ma puissance. Au collège où je venais d'entrer, j'obtins cet hiver-là de mémorables succès. Mon professeur s'étonnait de mon ardeur et me prédisait un succès certain au baccalauréat qui, à la fin de l'année, terminerait mes études secondaires. Mais Henriette, chose étrange, j'étais exalté à ce point que je ne souffrais pas de son absence. Ne lui devais-je pas la magique transformation que j'avais subie? Sans doute, je désirais la revoir, je lui parlais comme si elle avait été présente, son souvenir ennoblissait chaque heure de ma vie. Mais je me créais de si merveilleux bonheur qu'à la lettre je n'avais pas le temps de pleurer sur notre séparation.
L'image que je me faisais de mon amie était si parfaite que peut-être l'Henriette réelle, si elle m'était apparue soudain, n'aurait pas rempli exactement la place et le rôle que je réservais à l'Henriette de mes rêves. Nous nous écrivions. Mais comment traduire mes sentiments dans des lettres qui pouvaient être lues par d'autres? Comment lui écrire ce que je ne lui avais pas dit lorsqu'elle était près de moi? Ces lettres étaient, il faut l'avouer, décevantes, tant ce qu'elle exprimait était éloigné du langage que je lui prêtais dans ma solitude. Par ailleurs, je ne souffrais plus autant du malaise mystérieux et redoutable qui m'avait si cruellement accablé depuis 2 ans, comme si la fraîcheur de mon amour avait fait disparaître les fièvres malignes de la puberté. L'hiver, le printemps passèrent, je ne comptais pas les jours qui me séparaient d'Henriette, je vivais avec elle sous la lampe près du poêle, dans les champs durcis par le froid ou sous les vertes frondaisons. L'été la ramènerait près de moi. Vers le début de juin ma mère tomba malade, elle fut longtemps retenue à la chambre. Elle y était encore lorsque je partis pour passer mes examens à l'université voisine. Lorsque j'en revins, elle sortait de convalescence et les médecins l'envoyaient aux eaux. Elle était encore trop faible pour que je puisse songer à l'y laisser aller seule. Lorsqu'elle me l'apprit, elle pensait que la nouvelle de ce déplacement me serait agréable et qu'il me plairait de quitter, presque pour la première fois, nos campagnes. Mais je ne songeais qu'à Henriette. Ses yeux riants ne rencontreraient pas les miens lorsqu'elle arriverait dans le pays. Je lui envoyai une lettre désolée, la plus explicite de toutes celles que je lui avais écrites. J'annonçai mon retour pour le mois d'août, je la suppliai de ne pas m'en vouloir. Aux eaux, la nouveauté du spectacle me fut une distraction. Pourtant je ne voulais pas me l'avouer. Lorsque j'étais avec ma mère, je ne cessais de regretter le confort, le calme délicieux de notre demeure, de me plaindre de l'impossibilité d'être seule dans le va-et-vient du grand hôtel où nous habitions. Cependant je trouvais un charme singulier à ce coudoiement de tant de personnes inconnues, à ces rapides coups d'œil échangés avec des étrangers, à la vie en commun qui mêlait nos plaisirs et nos occupations, au repas au restaurant, à la danse, le soir. J'avais déclaré vouloir vivre en sauvage. Je n'étais pas à X, depuis 48 heures que je jouais au lawn tennis, que j'étais de toutes les parties, que je dansais chaque nuit. Je faisais tout avec fièvre comme si j'eusse voulu m'étourdir et oublier. Quoi? Je remarquai dès le premier jour une jeune femme qui mangeait à une table voisine de la nôtre. Ses yeux étaient sombres et elle semblait désireuse d'en voiler l'éclat en tenant ses paupières à moitié baissées. Elle me parut avoir une trentaine d'années. Ma mère lui en donnait plus généreusement 40. Dans son visage pâle d'un ovale allongé, ses lèvres plus rouges que celles des femmes que nous avions l'habitude de voir attiraient mes regards. J'eus la curiosité de chercher à connaître son nom. Elle s'appelait la comtesse de Francheray. J'avais lu ce nom dans les journaux mondains de Paris. À X, Madame de Francheray ne faisait partie d'aucune des coteries où se groupaient les baigneurs. Ses manières, sa distinction, la solitude où elle vivait, le prestige aussi de la classe sociale à laquelle elle appartenait, voilà des motifs d'intérêt pour un jeune provincial jamais sorti de chez lui. Je me mis donc à l'observer, peut-être avec un peu trop d'insistance. Voulut-elle me faire sentir que je manquais aux convenances? 2 ou 3 fois, elle fixa sur moi un regard qui semblait me pénétrer. L'après-midi, elle venait près du court de tennis où je jouais. Les spectateurs étaient nombreux qui suivaient nos parties.
Elle se tenait à l'écart. Pourtant il était rare, lorsque je levais les yeux sur elle, que je ne surprisse pas les siens dirigés vers moi. Quelques jours passèrent ainsi. J'aurais voulu me rapprocher d'elle, lui parler, mais je ne savais comment m'y prendre. Le hasard vint à mon secours. Une fin d'après-midi, comme je descendais du tennis pour aller à la douche, je dépassai Madame de Francheray. Une écharpe avec laquelle elle jouait glissa sur le chemin. Je la ramassai et la lui tendis. Elle me remercia, et simplement, comme si nous nous connaissions depuis longtemps, nous continuâmes à causer. La nouveauté de la situation eût pu m'embarrasser. Comme je ne pensais pas à moi et au personnage que j'avais à jouer, mais à elle, je fus simple et ne ressentis aucun embarras. Sa voix avait une certaine gravité qui me plut. Les jours suivants nous nous rencontrâmes encore. Elle paraissait écouter sans ennui ce que je racontais de moi-même et de notre vie provinciale, de mes plans incertains et magnifiques d'avenir. Elle parlait peu, mais ses paroles, lorsqu'on y réfléchissait, prenaient un sens plus profond que celui qu'elle présentait tout d'abord. Elle ne causait ni de littérature, ni d'art, mais elle semblait connaître les gens et les choses mieux et plus réellement qu'il n'est accoutumé. Enfin son regard, dont elle était ménagère, ajoutait du poids à ses paroles. « Que vous êtes jeune, disait-elle souvent. Nous ne nous voyions jamais que dans les jardins et, le soir, au salon, où elle s'asseyait près de ma mère. Un jour, après déjeuner, je me rendis pour la première fois chez elle. Elle était un peu souffrante et m'avait fait demander un livre. Elle occupait, sur la cour d'entrée célèbre par ses arbres centenaires, un appartement composé d'un salon minuscule et d'une chambre. Je la trouvai couchée sur une chaise longue, vêtue d'un blanc peignoir de dentelle. Les ormeaux jetaient leur ombre entre les persiennes à moitié closes, on entendait le bruit confus des conversations des baigneurs à quelques pieds au-dessous de nous. « Asseyez-vous là, me dit-elle, montrant un fauteuil à côté d'elle. Une fois assis, moi qui étais à l'ordinaire si bavard, je ne trouvais rien à dire. Je n'avais aucune idée, aucune volonté. Le silence ne me pesait pas. Un parfum de je ne sais quoi flottait dans l'air. Je regardais Madame de Francheray. Elle rêvait, un bras relevé sur le dossier de la chaise longue. Je voyais les chairs pleines et ambrées par où le bras s'attache à la poitrine qui se soulevait lentement à chaque respiration. Sa bouche s'entr'ouvrait comme pour un sourire. Je ne pensais pas que je me trouvais à côté de la comtesse de Francheray. C'était une femme qui était là près de moi. Et nous étions seuls. Sans plus y réfléchir, je pris sa main et j'eus la hardiesse de la porter à mes lèvres. Elle me laissa faire. « Que vous êtes jeune, dit-elle encore. C'est délicieux. » Elle m'attira vers elle, je sentis l'odeur tiède de sa gorge, et ses deux bras se nouèrent autour de mon cou. Quand je sortis de sa chambre, 1 heure plus tard, j'étais un homme. La joie que j'aurais pu prendre dans les bras de Madame de Francheray avait été gâtée par la peur de lui paraître novice. Un jeune homme craint le ridicule. N'eût-il pas été plus simple de lui dire « Je ne sais rien, je me remets entre vos mains, soyez vraiment ma maîtresse ». Mais on ne gagne la simplicité que par des chemins longs et difficiles. Je pensais, elle s'est aperçue, sans doute, de mon inexpérience. En elle-même, elle se moque de moi, elle ne voudra plus me voir. Et moi-même, comment la regarderai-je ?
Mais, en même temps, j'étais gonflé de joie. Je connaissais enfin la réalité de ce monde féminin dont le mystère m'avait longtemps troublé. Ma première impression, la plus forte, celle qui ne devait point s'évanouir, je la traduisis par ces mots de la Bible, l'œuvre de chair. J'avais participé à une œuvre de chair, cela est rien de plus. Pour un garçon qui avait vécu dans les livres et dans les plus romanesques enchantements, la nouveauté était grande. Je sentais aussi que l'incomplète joie de cette première rencontre serait transformée bientôt en un bonheur plus complet, qu'il y avait là un point de perfection à atteindre et j'étais bien décidé à y arriver au plus vite. Pas un instant, je n'eus l'idée que j'avais commis une infidélité envers Henriette. Henriette vivait sur un plan différent. Elle habitait le palais que mon imagination lui avait bâti. Madame de Francheray m'avait invité dans une demeure plus terrestre. Je ne songeais même pas à me demander si j'aimais mon initiatrice. Aimer, c'était penser tendrement à une personne, désirer la voir, lui parler, deviner les moindres nuances de ses sentiments, s'émouvoir à son seul souvenir. Un regard d'elle, c'était assez pour être heureux, se sentir maître de son âme, y régner sans partage, la félicité suprême. Avec Madame de Francheray, présente ou absente, je ne ressentais aucune de ces émotions. Lorsque je pensais à elle, des images précises se levaient devant mes yeux, et quelles images! Je sentais avec trouble sa chair contre ma chair et le désir m'agitait de renouveler ces obscures et violentes sensations. Désormais je passais mes après-midi dans l'appartement de Madame de Francheray. Je ne montais au tennis, un peu lasse, qu'à la fin de la journée. J'eus bientôt perdu la gêne des premiers jours. Déjà je me croyais naïvement un maître. La seule ombre à mon bonheur, où la chercher? Dans la trop grande facilité avec laquelle je l'avais gagnée. J'étais assez sot pour ne pas estimer à son prix une victoire qui ne m'avait rien coûté. Je suis l'amant, me disais-je, de cette femme charmante et qui appartient à la meilleure société, mais sans doute a-t-elle l'habitude de satisfaire ses moindres caprices. J'étais là, elle m'a pris. Moi absent, un autre l'eût possédé. La manière d'être de Madame de Francheray n'était pas faite pour me donner une trop haute idée de moi-même. Avec elle, on était toujours dans des rapports simples. Personne moins qu'elle ne prenait plaisir à jouer la comédie. Elle n'affecta aucun remords, aucune crainte, elle ne se crut pas obligée de chercher des excuses à ce que d'autres appellent leur faute, elle n'essaya pas de me faire croire qu'elle avait cédé à un sentiment irrésistible. Avec une aisance parfaite, seule, pensais-je, une grande dame Balzac. À cette inimitable liberté, elle m'invita à des jeux que j'ignorais et m'en apprit la douceur. Je dois avouer à ma décharge qu'une semaine ne se passa pas sans que je lui avouasse que j'étais arrivé neuf dans ses bras. Elle sourit. Croyez-vous que j'ai pu l'ignorer, dit-elle. Elle m'apprit bien d'autres choses encore, et surtout le prix du secret. Hors de sa chambre, elle fut avec moi comme avec un étranger, et je m'émerveillais de cette transformation qui paraissait ne lui rien coûter. Il n'y avait alors entre nous aucune familiarité, pas un mot équivoque, pas un regard trop appuyé. Je la voyais au restaurant ou au salon, le soir, causant avec ma mère, à son aise, libre, distante, et je ne pouvais m'imaginer que cette même femme je l'avais eue quelques heures auparavant nue entre mes bras et que je connaissais les parties les plus secrètes de son corps. Et je l'en admirais davantage.
Nous vécûmes ainsi pendant 2 semaines. Puis il fallut nous quitter. Le dernier jour où je la vis chez elle, je lui dis, « Comment pourrais-je me passer de vous ? » « Bien mieux que vous ne le croyez, » me répondit-elle. « Ce que je vous ai donné, d'autres vous l'offriront. Elles y mettront plus de façon sans doute et moins de franchise. J'ai été la première, vous ne m'oublierez pas. Peut-être nous reverrons-nous à Paris puisque vos études vous y appellent. Les choses ne seront pas là-bas ce qu'elles ont été ici. Il est des folies délicieuses qu'il faut savoir se refuser. Vous étiez en vacances, moi aussi. Maintenant la vie régulière reprend. Au moment de partir, vous donnerai-je un conseil. La différence de nos âges me le permet. Défendez-vous en amour des choses vulgaires qui ont vite fait de gâter les jeunes gens. Vous vous plairez toujours dans la société des femmes. Ne croyez pas, comme quelques-uns, qu'il faille être sincère avec elles. Il faut savoir leur mentir, ne serait-ce que pour les amuser. La plupart demandent à être trompés. Il est bon d'y mettre quelques manières. Voilà mon conseil. Et en voici un second, ne croyez pas à l'irréparable. Il y a, cher ami, fort peu de choses irréparables. Elle ne m'en avait jamais tant dit. Ainsi me fit-elle participer à sa sagesse humaine au moment où nous nous séparions. Je quittai les eaux avec un beau sujet de méditation devant moi et les souvenirs tout proches d'un passé déjà plein de volupté. J'eus le loisir d'y penser plus longuement que je ne l'aurais voulu. Au lieu de rentrer chez nous, nous allâmes passer quelques semaines au bord de la mer dans le sud de la Bretagne. Les médecins avaient ordonné ce repos à ma mère avant le retour au foyer. J'en fus moins affligé que je ne l'aurais cru. J'étais encore tout étonné de mon aventure et, malgré mon désir de revoir celle que j'aimais toujours, j'éprouvais le besoin de mettre un peu de temps entre le jour où j'avais quitté Madame de Francheray et celui où je retrouverais Henriette. On se plaît à raconter dans les romans qu'une fois séparé d'une femme que l'on a aimée charnellement, on découvre peu à peu qu'on lui est attaché par d'autres liens encore. Rien de semblable ne m'arriva. J'aimais Henriette et Madame de Francheray m'avait attaqué là où Henriette n'avait jamais régné. Je savais un gré infini à Madame de Francheray de m'avoir révélé la nature et l'agrément des rapports entre l'homme et la femme. Je n'oubliais pas les heures passées près d'elle, mais, par un phénomène bizarre, elle m'incitait à penser à Henriette et à voir celle-ci sous un jour nouveau. Grâce à Madame de Francheray, mon amour pour Henriette quitta les sphères éthérées où il se mouvait et prit une forme sensuelle. C'était Henriette et non Madame de Francheray que je tenais dans mes bras pendant mes rêves. C'était le corps frais et juvénile de mon amie que je pressais à l'heure où le désir suscitait devant moi des images voluptueuses. Je n'ai gardé de ces semaines aucun autre souvenir. Les gens qui m'entouraient étaient-ils vivants? Ils allaient et venaient autour de moi comme des ombres. Je faisais de longues promenades sur la plage à l'heure où le soleil couchant borde de nacre le sable humide au long de la mer. Des enfants jouaient, des jeunes femmes passaient vêtues de robes claires. Je ne les voyais pas, je ne voyais, bercé au jeu des vagues molles dont les crêtes d'argent s'irisaient dans les vapeurs du crépuscule, qu'Henriette, et quelle Henriette! Non pas la fille que j'avais connue près de sa mère sous les ombrages de nos campagnes, mais une Vénus adolescente endormie au bord des flots. Nous nous écrivions. Que dire par lettre à une déesse? Je ne savais trouver le ton. J'étais grandiloquent et confus.
En échange, je recevais quelques cartes postales, assez insignifiantes à la vérité. Henriette paraissait de triste humeur. Pourtant sa maison était pleine d'amis. Le cercle joyeux de l'an dernier s'était reformé. Seul, j'y manquais. Au début de septembre enfin, nous rentrâmes. À mesure que les heures s'approchaient où je devais revoir Henriette, je m'inquiétais. Je brûlais de devancer les jours, de courir à elle, de me jeter à ses genoux et, au même temps, une douloureuse appréhension me serrait le cœur. Je craignais de cette rencontre je ne sais quelle heure, quelle blessure insupportable. J'aurais voulu retarder encore une minute attendue avec tant de fièvre. Nous arrivâmes un matin. À la fin de l'après-midi, je me rendis chez nos voisins. De loin je vis Madame mort sous les tilleuls près de la vieille maison. Rien n'avait changé depuis un an. Henriette devait être à quelques pas de là. L'émotion de la sentir si près de moi me fit chanceler. Je m'arrêtai un instant, j'étais essoufflé moins par la rapidité de ma course que par la violence des sentiments qui se heurtaient en moi. Je compris pour la première fois et d'un seul coup ainsi un éclair illumine dans la nuit les prés et les bois, et les montre aux voyageurs égarés que le roman magnifique que j'avais vécu depuis l'automne passé s'était déroulé dans mon imagination, que je l'avais créé à moi seul, qu'Henriette en ignorait encore le premier mot. Un instant, je pensais à retourner sur mes pas, à différer une entrevue si hasardeuse. Mais j'eus honte à l'idée de reculer, je me repris et avançai vers Madame More. Elle me fit l'accueil le plus aimable. Après s'être informée longuement de la santé de ma mère, elle me dit, « Comme vous avez grandi, Philippe. Vous voilà un homme, maintenant. Et cette pointe de moustache? Qu'allez-vous faire ?» Je parlais de mes projets assez incertains. J'irai à Paris pour continuer mes études, à la Sorbonne sans doute et à l'école de droit, mais je ne désirais être ni professeur, ni avocat. D'autre part, nos terres n'étaient pas assez grandes pour absorber l'activité d'un jeune homme. En somme, je ne me voyais dans aucun cadre et ne pouvais dire ce que serait ma carrière. Cependant je pensais à Henriette, alternativement avec terreur et joie, à Henriette que je n'apercevais pas. La bonne dame d'elle-même me renseigna, ma fille est avec sa cousine chez des voisins. Elles ne tarderont pas. Si elles avaient pensé vous voir aujourd'hui, elles seraient déjà là. Une demi-heure passa, j'entendis un bruit dans l'allée derrière moi. C'étaient Henriette et Gertrude, accompagnées par le polytechnicien de l'an dernier. Henriette me parut plus grande, elle restait mince, un peu maigre, mais le corsage de sa robe claire se gonflait légèrement et ses hanches se dessinaient plus pleines. Son visage n'avait pas changé, son teint hâlé par l'été faisait paraître les dents plus blanches et je retrouvais dans les yeux riants et doux le feu que j'aimais. Auprès d'elle, magnifique contraste, Gertrude était éblouissante de fraîcheur blonde. Elles étaient toutes deux vêtues de blanc, elles venaient heureuses et souriantes. Le printemps de ma vie s'avançait au-devant de moi. Gertrude rougit en me voyant. L'accueil que me fit Henriette ne trahit aucun embarras. Elle ne me cacha pas le plaisir qu'elle avait à me revoir et me gronda gentiment de mon retard. Elle me demanda qui j'avais vu aux eaux et au bord de la mer. Rien de plus amical et de plus naturel que cette conversation, mais elle était si éloignée de celle que j'avais tenue avec la même Henriette dans mes promenades solitaires que j'en restai glacé. Je m'efforçais de découvrir dans ses propos un mot à double entente à moi seul destiné.
Je ne le trouvai pas. Pourtant il me parut qu'à 2 ou 3 reprises son regard s'attachait à moi comme si elle y trouvait quelque chose de nouveau. Sur elle-même elle ne dit rien. Charleville, le polytechnicien, se chargea de faire valoir les amusements de la saison. Rappelant des incidents que j'ignorais, il fit rire les filles en les évoquant et s'arrangea de façon que je me sentisse un étranger parmi eux. Cela me déplut. Lorsque je pris congé, Henriette et Gertrude décidèrent de m'accompagner. Mais Charleville ne les laissa pas seuls et, quand nous nous séparâmes à la lisière du petit bois de chêne, je n'avais pu échanger un mot avec Henriette sans témoin. Je ne fus pas plus heureux les jours suivants. Je vis Henriette, mais toujours entourée de sa cousine, de Charleville, d'allants et de venants. Elle était le centre d'un cercle, tout se rapportait à elle. Charleville ne la quittait pas plus que son ombre. Je ne fus pas longtemps avant de comprendre qu'il montait la garde auprès d'elle et qu'il ferait l'impossible pour m'empêcher de la joindre. Gertrude, sans dessein, j'imagine, le secondait. Elle semblait ne vivre que par Henriette, toujours à ses côtés, la main dans la main, le bras passé autour de la taille. Si elle était séparée de sa cousine, ses yeux restaient attachés sur Henriette. Vis-à-vis de moi, elle gardait une certaine réserve, elle s'effarouchait pour un rien et lorsqu'en plaisantant je voulus reprendre le thème de l'an passé, elle eut un mouvement de retraite. Malgré Charleville, malgré Gertrude, je pensais arriver tout de même à Henriette, mais, à ma grande surprise, je fus amenée à constater que c'était chez Henriette elle-même que je trouverais l'obstacle le plus difficile. Elle évitait tout aparté, elle apportait une attention toujours égale à ne pas se laisser isoler, et si, profitant d'un incident heureux, je réussissais à écarter ces deux gardiens, elle m'empêchait avec une incroyable habileté de choisir le thème de la conversation et, d'un mot, la ramenait à des banalités. Après une semaine ou deux de tentatives infructueuses, j'étais exaspérée. Tour à tour, j'imaginais ou qu'Henriette avait deviné que j'avais fait mon école d'homme et m'en voulait, qu'elle soupçonnait un danger à se lier avec moi et qu'instinctivement elle me fuyait, ou plus simplement, que je lui étais devenu indifférent. Suivant que j'adoptais l'un ou l'autre de ses partis, je décidais ou de m'imposer à elle ou de la fuir. Je déclarais alors que je ne la reverrais plus, que j'avais été victime de mon imagination, que je me trouvais en face d'une fille incapable d'éprouver les grands sentiments que je lui avais prêtés. Cette farouche résolution ne durait pas l'espace d'un matin. Il n'y eut pas de jour où je ne décidais de rompre, il n'y en eut pas un qui ne me vit près d'Henriette. Et cependant le temps coulait et bientôt octobre nous séparerait. J'eus l'idée, empruntée sans doute à mes lectures, d'essayer d'éveiller et de piquer sa jalousie. Je me mis à faire la cour à Gertrude, j'y déployai beaucoup d'applications et, au bout de quelque temps, Gertrude parut y être sensible. Mais sa cousine veillait sur elle et, comme un jour, moitié plaisantant, moitié sérieux, j'adressai à Gertrude quelques propos tendres et lui baisai la main. Henriette intervint assez brusquement disant que les jeux permis naguère ne l'étaient plus aujourd'hui. Je fus surpris du ton vif sur lequel elle parla et qui était bien éloigné de celui que nous employions. Rentré chez moi et en y réfléchissant, il me parut que cette nouvelle attitude d'Henriette avait quelque chose de flatteur pour mon amour-propre. Le lendemain, je la trouvai de méchante humeur. Je cessai de flirter avec Gertrude, mais Henriette ne s'apaisa pas. Peut-elle sérieusement m'en vouloir, me demandai-je, de ce qui n'est qu'un jeu. Mais elle ne me laissa pas lui poser la question.
Je devins irritable, elle me contredisait pour un rien. Nous échangions des propos aigres. Les jours qui fuyaient ajoutaient à mon énervement. Un jour, sur un mot un peu plus piquant de moi, elle eut soudain les yeux pleins de larmes. Bouleversé à cette vue, je me précipitai vers elle. Nous étions seuls, mais, à une douzaine de pas, sa mère brodait sous les tilleuls. Henriette me repoussa vivement et, sans me laisser le temps de m'excuser, rentra dans la maison. Pendant 2 jours je ne la vis point. Lorsque nous nous retrouvâmes, elle ne paraissait pas se souvenir de cette scène pénible. La première semaine d'octobre commença. Les morts partaient le 10. Le temps était d'une admirable douceur et la lune dans son second quartier permettait de prolonger encore les soirées sur la terrasse. Un jour, une amie de ma mère s'invita à dîner. Ma mère envoya un mot à Madame More, pour lui demander de venir avec sa fille et sa nièce. Le soir, je fus surpris de voir arriver Madame More et Henriette seules. Gertrude un peu souffrante s'était couchée. Enfin, pensai-je, j'aurai l'explication attendue depuis si longtemps. Mais après dîner Henriette refusa de quitter le salon pour s'asseoir avec moi sur la terrasse. À la demande de ma mère elle fit de la musique, puis resta près des dames et je fus obligé de me mettre dans le cercle. J'étouffais de fureur. En moi-même j'avais déjà rompu avec Henriette, je ne reverrai de ma vie cette fille insensible. Qu'elle parte et le plus tôt possible. Cependant, je m'absorbais dans un silence farouche. Vers 10 heures, nos visiteurs se levèrent. L'ami de ma mère offrit à Madame More et à sa fille de les ramener dans son coupé. Madame More, fatiguée, accepta. Mais le vieux coupé, très étroit, n'avait que 2 places et Henriette, par politesse, se crut obligée de dire « Nous allons vous gêner beaucoup, madame ». Alors, par une décision subite inexplicable, je m'avançai, pris la main d'Henriette dans l'ombre et, la lui serrant fortement pour briser toute résistance, je dis à Madame More, je raccompagnerai Henriette par le bois. Nous arriverons presque aussitôt que vous. Henriette, stupéfiée par la pression de ma main, hésita avant de parler. Déjà Madame More de la voiture me jetait, si cela ne vous ennuie pas, il sera excellent pour elle de marcher un peu. Elle est si paresseuse. La voiture partit nous laissant seuls sur les marches du perron. Tout de suite, le long de l'allée qui menait au bois, nous fûmes dans l'ombre fraîche de la nuit. Nous ne parlions pas, nous allions côte à côte sans nous toucher. Le silence, à se prolonger, pèsa sur nous comme une menace. Pour rien au monde, je ne l'aurais rompu. J'étais plein de colère. Il me semblait qu'Henriette me devait des excuses pour son inexplicable conduite depuis ma rentrée. Je marchais la tête droite, les yeux fixés devant moi. Henriette fut la première à ne pouvoir supporter l'hostilité silencieuse qui était entre nous. À un détour du chemin nous avions déjà franchi la moitié de la distance qui séparait nos 2 maisons. Elle se tourna un peu vers moi pour m'interroger du regard. Je vis à la clarté de la lune ses yeux inquiets chercher les miens. Bouleversé par la supplication muette que je lus dans son regard, je glissai mon bras sous le sien. Le contact de ma main sur sa chair suffit à opérer un prodige. L'irritation qui nous avait dressés l'un contre l'autre fondit comme neige d'avril au soleil, des rapports naturels, confiants, heureux s'établissaient entre nous. Sans que nous eussions échangé une parole, je sentis qu'Henriette, gagnée, m'appartenait.
Nous entrions dans le bois de chêne. Je la conduisis jusqu'au banc où 100 fois nous nous étions assis au cours de nos promenades. Elle me suivit sans opposer l'ombre de résistance. Je m'assis près d'elle, je la pris dans mes bras, je me penchai sur son visage pâle, je vis ses yeux si beaux m'implorer, et sous la pression de mes lèvres sa bouche s'entr'ouvrit. Nous eûmes une semaine entière pour épuiser notre bonheur. Henriette, transformée, montra la bravoure d'une femme. Elle n'essaya pas de cacher ses sentiments. Nous étions ensemble le jour durant. Je la voyais le matin, l'après-midi, le soir même. Elle inventait 1000 ruses pour se débarrasser de Charleville qui n'était pas de force à lutter avec elle. Quant à Gertrude, elle en fit sa complice, et cela sans hésitation, sans se demander si sa cousine en souffrirait, sans se soucier d'être jugée par elle. Elle sortait à deux. Dès qu'elle n'avait retrouvé, Henriette s'éloignait avec moi, la priant de nous attendre. Parfois même, elle l'appelait en riant, Brangaine. Un jour devant Gertrude, elle risqua une caresse hardie. Celle-ci rougit, puis pâlit, mais se tut. Nous vivions ainsi comme en dehors du temps et de nous-mêmes. La date approchait qui l'emmènerait, elle, à Marseille, moi, à Paris. Nos jours étaient comptés, nous ne les comptions pas. Nous ne parlions, ni de la séparation, ni des moyens de nous retrouver. Jamais il n'y eut gens plus acharnés à se satisfaire du présent. Pas une minute, Henriette ne souffrit à l'idée qu'elle goûtait d'un fruit défendu. Elle m'aimait. Cherchait-on des excuses à l'amour? À ses yeux, il n'était pas besoin de se justifier. La séparation vint. Je vis Henriette disparaître en voiture au détour du chemin, n'essayant pas de cacher ses larmes. Je restai seule quelques jours encore. Je ne sentais pas mon isolement. Le prix de mon bonheur était-il diminué parce que je l'avais perdu? J'étais déjà enclin, sans que je pusse en analyser les motifs avec précision, à considérer toute chose par rapport au développement de mon individualité. Plus tard, quand mes lectures s'étendirent, je me trouvai d'illustres frères dans la littérature européenne. À ce moment, ce sentiment en moi ne devait rien à l'imitation, j'aurais à en fournir une preuve bien prochaine. Ainsi la séparation me fut adoucie par la joie orgueilleuse de constater que j'étais capable d'éprouver une grande passion et aussi de la faire naître chez autrui. Je n'eus, du reste, pas la plus légère fatuité à voir que j'avais triomphé d'Henriette, pas plus que je n'en avais ressenti à éprouver que Madame de Francheray avait du goût pour moi. Une obscure, mais juste idée de la fatalité qui nous mène m'empêcha toujours de m'attribuer à mérite ce dont je n'étais redevable qu'à un sort heureux. 6 mois après, j'étais alors un jeune étudiant mal débrouillé dans la vie de Paris. J'appris par une lettre de ma mère qu'Henriette se mariait avec un riche industriel de Marseille, gaillard à tout le poil, grand coureur de filles et de cabaret, 6 pieds de haut, le verbe fort. Je ne lus pas cette lettre sans un serrement de cœur. Henriette dans les bras d'un rustre. La vilaine image. Je m'efforçais à l'exemple des stoïciens dont les doctrines alors m'enchantaient, à raisonner, pour l'amortir, sur le coup reçu. Je me suis trompé moi-même, me disais-je. Voilà une expérience salutaire à ton début dans la vie. Ne mets pas à l'avenir les femmes sur un plan trop élevé. Elles ne sont jamais qu'à mi-hauteur et plus près de la terre que du ciel. Mais cette leçon de sagesse avait un arrière-goût d'amertume qui fut longtemps à s'effacer.
ce livre, a de l'alphabet des lettres achevé d'imprimer pour la Cité des Livres, le 15 octobre 1925, par Ducrot et Collat, maître imprimeur à Paris, a été tiré à 440 exemplaires, 5 sur papier vélin à la cuve héliotrope des papeteries du Marais, numérotés de 1 à 5, 10 exemplaires sur Japon ancien à la forme, numérotés de 6 à 15, 25 exemplaires sur Japon impérial, numérotés de 16 à 40, 50 exemplaires sur Verger de Hollande, numérotés de 41 à 90, et 350 exemplaires sur Verger à la forme d'Arche, numérotés de 91 à 440. Il a été tiré en outre, 25 exemplaires sur Madagascar réservés à Monsieur Édouard Champion, marqués alphabétiquement de A à Z et 30 exemplaires hors commerce sur papier divers, numérotés de I à XXX. End of the Project Gutenberg e-book Adolescence updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever.
You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8
You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees.
You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciales goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses.
Donation are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général Information About Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Electronic Works Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.